suite de ce débat avec les acteurs du transport, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Mocotel, qui est directrice marketing client, marché et offre chez SNCF Voyageurs. Et puis à vos côtés, Hervé Cozard, vous êtes directeur marketing digital chez Air France. Alors, comme pour le débat précédent, l'objectif, il est double, c'est vous faire un petit peu réagir sur les grandes tendances qui se dégagent pour l'été 2021, tendances qui se dégagent de l'étude qu'on a réalisée et puis de vos propres, bien sûr, observations. Et puis, deuxième objectif, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça va induire, qu'est-ce que ça induit déjà en matière d'innovation, à la fois dans les conditions, bien sûr, de réservation, dans l'expérience qui peut être proposée aussi à bord pour les voyageurs et plus largement dans la distribution de vos produits de transport. Donc on l'a vu dans l'étude, je le rappelle une nouvelle fois, il y a quand même une forte proportion des voyageurs qui n'ont pas encore décidé. Donc l'étude, je le rappelle, a été faite il y a 15 jours, donc bien sûr ça a pu évoluer depuis 15 jours, mais quand même une forte proportion qui n'a pas encore décidé leur projet pour cet été, même si par ailleurs on sent bien qu'il y a un engouement pour le voyage qui se mesure très clairement, un optimisme qui se mesure très clairement. Cela dit, on a vu quand même que dans l'étude, pour ceux qui ont des projets ou qui ont des intentions, le moyen de transport privilégié, ça va être la voiture, ce qui est assez logique pour plein de raisons. Donc par rapport à ça, est-ce que d'une part sur ces comportements de dernière minute, qu'on voit de manière très très nette dans l'étude, et sur finalement la concurrence de la voiture, mais est-ce vraiment une concurrence supérieure cette année par rapport aux années précédentes? Valérie Mocotel, SNCF, quel est votre sentiment? Est-ce que ça correspond à la réalité que vous observez? Ah oui, complètement. C'est complètement ce qu'on observe et c'est un des facteurs, c'est pas le seul sur les tendances qui se dégagent pour l'été, mais c'est vraiment un point essentiel, c'est la très faible anticipation des Français, pour le marché en tout cas, qui est le mien, des Français pour les mois à venir et pour l'été. Alors, je voudrais cependant garder un certain optimisme, parce que finalement, cette faible anticipation, on la connaît depuis maintenant 18 mois, puisqu'avec les déconfinements, réouvertures, on a quand même eu des moments où l'activité a reprise. C'est vraiment un fait très prononcé, je pense que c'est la même chose pour vous, sur lequel il n'y a pas de mouvement pour l'instant. Mais pourquoi je dis restons optimistes? Parce que si on regarde l'année dernière, l'été dernier, on était exactement dans la même condition, c'est-à-dire une très très faible anticipation. Ça ne nous a pas empêché sur le marché domestique TGV, longue distance, de faire finalement un mois de juillet et août, une période d'été qui était à 85% des volumes de l'année précédente. Donc ce qu'on a vu, et je pense que ce qu'on verra cette année aussi, c'est pas de projection, c'est très clair, on le voit, il n'y en a pas beaucoup sur l'été, il n'y en a pas beaucoup encore sur le mois de juin, mais en fait ça ne veut pas dire que ça ne va pas se concrétiser dans les derniers jours. Alors, c'est une forme d'optimisme, parce que si on se dit 85% l'année dernière, avec un confinement qui était encore plus dur, ça veut dire que quand même, il y a des belles marges pour les voyages cet été. Maintenant, pour nous, en termes de pilotage, c'est un pilotage très particulier, parce qu'effectivement, c'est quand même day to day, et c'est tous les jours, on regarde les chiffres, et c'est une forme d'optimisme soit conservé, et surtout de plan d'animation, je pense qu'on a tous développé les uns les autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne voyageront pas. Ça veut juste dire qu'en termes de politique d'animation et de pilotage interne, pilotage tarifaire aussi, c'est de la très très dernière minute. Tout à fait, oui. Alors Hervé Cozard chez Air France, alors là, bien sûr dans un contexte où le poids du voyage domestique est sans doute plus fort que les années précédentes, ça peut bien sûr pénaliser aussi l'aérien, mais d'un autre côté, l'aérien ne fait pas toujours bon ménage avec la dernière minute. C'est assez rare finalement qu'on réserve à la dernière minute un vol. Donc j'aimerais bien un petit peu savoir où vous en êtes, des perspectives, comment vous sentez un petit peu les choses. Alors effectivement, on constate la même chose qu'à la SNCF, c'est-à-dire qu'on a un late booking qu'on n'a jamais connu, qui est bien sûr dépendant du contexte. On l'a très bien vu à chaque annonce de mesures de déconfinement, de levée du motif impérieux, d'un seul coup l'envie est là, c'est-à-dire que l'étude le montre très bien d'ailleurs, les clients ont envie de sortir de chez eux et de partir en vacances. Donc on le voit, et vous le disiez, le réseau d'Air France, il est très large. Aujourd'hui, il est très contraint. Et ce que l'on voit effectivement, c'est que nos clients privilégient ce qui est ouvert. Et ce qui est ouvert aujourd'hui, c'est effectivement les destinations françaises. C'est aussi l'Europe. On voit aussi des bonnes nouvelles sur la Grèce, sur l'Italie, sur l'Espagne. Ça commence
a bougé et on voit depuis notamment le début du mois de mai des réservations, en tous les cas en ce qui concerne le marché France, qui sont en forte progression. Là, dernièrement, on était en campagne sur la France et aujourd'hui, on lance une campagne aussi sur les Caraïbes parce que les Antilles marchent aussi très bien. C'est aussi quelque chose qui était ouvert et les clients se sont, j'allais dire, précipités dessus parce que finalement, sur les destinations lointaines, il n'y a pas grand-chose qui est ouvert à l'heure actuelle. Et donc aujourd'hui, par exemple, ces derniers jours, on a atteint des niveaux de réservation qui sont supérieurs à ceux constatés de 2019. Alors, ça ne veut pas dire, parce qu'on avait pris beaucoup de retard pour notamment le pic de l'été juillet-août. Donc effectivement, dans la même situation, c'est-à-dire il faut vraiment que ça accélère très fort pour arriver à compenser le retard qu'on avait pris au préalable. Donc on est confiant aussi quant au fait d'arriver à réaliser au moins sur le réseau domestique français, et on a beaucoup de destinations sur la Corse bien sûr et sur le sud de la France qui marche très fort. Donc oui, on constate ce late booking. Maintenant, est-ce que ces tendances qui sont, j'allais dire, liées au contexte, est-ce qu'elles sont durables? Voilà, il y a plein d'autres tendances. Vous le disiez aussi sur l'étude le montrait en tous les cas sur l'aspect du segment loisir qui s'exprime très fortement, mais après un retard beaucoup plus prononcé sur le voyage affaires, mais on y reviendra sans doute, qui pose d'autres problématiques sur lesquelles nous travaillons aussi. Oui, alors il y a aussi deux aspects qui sont abordés dans l'étude. C'est l'aspect générationnel. L'étude montre bien, c'est assez logique, que les jeunes sont plus enclins à partir que les plus seniors. Comment ça se traduit chez vous? Alors je reste peut-être sur Hervé. La clientèle de l'aérien, généralement, est peut-être un peu plus âgée en règle générale. Est-ce que vous avez aussi des différences fondamentalement? Alors, oui, en effet, pour vous répondre, oui, il y a des différences. Effectivement, la génération plus jeune est plus prompte à partir loin et a sans doute moins de craintes, y compris liées au contexte. On a mis côté Air France beaucoup de choses en place pour essayer de rassurer nos clients et pour leur permettre de voyager en toute sérénité vis-à-vis bien sûr, le protocole sanitaire. On a regroupé ça sous ce qu'on appelle Air France Protect, qui est un nombre d'engagements que l'on a pris à la fois à bord de nos avions et aussi l'expérience client au sol. Et on a mis en place notamment aussi la flexibilité totale de nos billets, ce qui permet, j'allais dire, de rassurer le client au moment de la réservation, puisque tous nos billets sont remboursables et modifiables sans aucune condition et aucun frais. C'est quelque chose, on est, je pense, les seuls à le faire à ce point. C'est quand même un grand changement, effectivement. Oui, voilà, tout à fait. Alors, c'est vraisemblablement contextuel, c'est-à-dire qu'on a bien pris en compte, c'est un peu notre réponse à ce late booking, c'est-à-dire que pour s'assurer que le client choisisse Air France par rapport à nos concurrents, on met en place toutes les conditions qui vont le rassurer. Et on en parlera aussi, ça atteint aussi la distribution, c'est-à-dire comment avoir une promesse client importante sur notre site web en direct qui rassure nos clients, qui sait qu'en cas de problème, d'aléa, parce qu'on l'a vu ces derniers mois, ça a été quand même très compliqué de pouvoir anticiper, comment on met en place, Air France, toutes les conditions qui permettent aux clients de rester totalement flexibles. Il peut acheter son billet aujourd'hui, profiter de prix qui sont encore très, très accessibles. Et si les choses venaient à, pour telle ou telle raison, ne pas pouvoir se concrétiser, alors il pourrait être remboursé immédiatement. D'accord. On va revenir effectivement sur plusieurs points que vous avez évoqués, notamment le sanitaire et puis les conditions de flexibilité. Avant, Valérie, sur les aspects déjà générationnels, est-ce qu'on observe des choses? Et sur les aspects aussi de destination, est-ce qu'on voit des différences? J'imagine notamment qu'il y a peut-être plus, on parlait dans le débat précédent avec nos acteurs de l'hébergement du besoin de nature, donc d'aller dans des endroits peut-être un peu plus isolés que d'habitude. Est-ce que ça se traduit dans les réservations, moins de grandes villes peut-être? Dites-nous. Ce qui se traduit très clairement, c'est, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est qu'il y a vraiment une dichotomie en termes de voyage professionnel et voyage loisir. Donc ça, c'est très clair, on a la même chose. Il y a on va dire une résilience sur la cible loisir qui est beaucoup plus forte que sur la cible professionnelle. On comprend aisément pourquoi, avec des envies de voyage. Il y a deux points fondamentaux. Il y a effectivement une cible jeune mais qui aussi est une cible qui achète en dernière minute, donc qui à un moment donné, ceci fait aussi cela, qui a été très résiliente l'année dernière et le sera aussi, et qui, elle, est aussi très attirée par les prix, par effectivement une forme d'accessibilité renforcée
de facto. Donc cette cible-là a peu d'inquiétude par rapport au Covid en toute objectivité. Effectivement, on a déployé tous, et c'est bien normal, des politiques de réassurance et sanitaire dans nos trains. On voit que ce n'était pas une de leurs attentes principales. Donc la cible jeune, j'ai envie de dire, presque l'année dernière, elle s'est même presque plus déplacée que les années précédentes. Ce qu'on voit sur les seniors, et il y a deux choses. On voit sur les seniors, là c'est très lié à la politique sanitaire, à la risque sanitaire, hein. Et une cible senior qui avait déjà tendance à voyager en dehors des pointes pour une question de confort. Là, le voyage en pointe ou le voyage en train est renforcé par une forme de proximité, pas les deux, dans le train. Donc ça, c'est... Et je pense que ça mettra du temps. Sur cette cible senior, il y aura quand même une reprise qui sera un peu moins rapide que sur les cibles jeunes. Et sur la cible famille, c'est vraiment le point que vous disiez, c'est sur la logique de la voiture. Ouais. Là où on voit vraiment une reprise de la voiture, et sera-t-elle pérenne ou non, je ne sais pas, parce qu'il y a une vraie conscience écologique qui se développe aussi. Donc je pense que ça... Il y a un pic de la voiture, mais je ne suis pas sûre qu'il soit totalement durable. En tout cas, on travaille pour que ça ne soit pas le cas. Mais la cible famille aussi est une cible qui revient moins vite à la famille, je veux dire, avec les enfants, avec toute la problématique des enfants. Oui. Et quant à la géographie, là c'est assez clair, c'est qu'effectivement l'Europe est un peu moins résiliente, et le retour à voyage en Europe est un peu moins facile, mais du fait non pas de la projection, mais de l'inquiétude de ce qui pourrait générer si je vais dans tel pays. Oui, je peux revenir parce que j'ai des conditions d'échange et remboursement facilitées, mais quelle va être la politique sanitaire qu'on va m'imposer au retour ? C'est-à-dire quelle expérience de voyage j'aurai pendant mes vacances à l'étranger ? Je ne maîtrise pas les règles de port de masque ou autre. Donc c'est plutôt cette logique-là de mais quelle expérience de vacances je vais avoir plutôt que liée au transport. Ça c'est plutôt pas lié à nos politiques. Mais par contre, ce qu'on voit de manière très claire, hein, c'est la désaffection sur les grandes métropoles, et en particulier sur Paris. Ouais. Alors, c'est notable par le tourisme étranger, qui prend aussi le train, mais c'est aussi notable par chacun d'entre nous, où quelque part, nos trains, ils étaient toujours complets dans les deux sens, hein, puisqu'il y a un phénomène de ça part et ça monte. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie désaffection et on n'est pas encore revenu à attirer. Paris n'attire pas encore. Oui, c'est très clairement. Sur le sanitaire, donc vous avez déjà tous les deux répondu. Hein, l'étude montre bien effectivement que les craintes sont assez fortes en matière de transport, beaucoup plus qu'en matière d'hébergement. Mais il y a vous l'avez évoqué Valérie, il y a des facteurs exogènes au transport pur. Hein, c'est aussi effectivement les conditions à l'arrivée, au départ qui peuvent jouer. Sur la flexibilité, donc, alors la SNCF a fait des annonces importantes il y a 2 jours, 3 jours. Où en gros vous pérennisez finalement ce qui a été mis en place depuis 1 an. Oui. Donc là aussi c'est assez fort parce que Hervé disait est-ce que ça va durer ? J'ai l'impression que SNCF c'est fait pour durer. C'est fait pour durer effectivement jusqu'à 3 jours inclus avant le départ. Tous les billets seront échangeables et remboursables gratuitement. Donc c'est pérennisé, c'est-à-dire que c'est une mesure effectivement mise en place pendant le Covid qui a beaucoup satisfait à la fois les pouvoirs publics, les mondes associatifs et les clients. Et pourquoi c'est important pour nous de le faire maintenant, c'est que quand c'est une condition liée à une politique sanitaire, je pense que ce n'est pas totalement perçu par les clients. C'est-à-dire tant que ça ne devient pas une condition commerciale, dans les présentations des distributeurs, ça reste une mesure exceptionnelle et donc du coup, je pense qu'il y a un défaut d'impact. Et ce qu'on a voulu faire, notamment pour travailler cette réanticipation, projection voyage, c'est garantir qu'en fait, bien au-delà du Covid, de manière structurelle, jusqu'à 3 jours, on a le droit de changer d'avis. Et en simplifier le discours et à le rendre beaucoup plus audible. Les études qu'on a pu faire, c'est que malgré toutes les mesures qu'on a mises en place les uns et les autres, il y avait quand même une méconnaissance assez profonde des clients sur le fait qu'il n'y avait plus de frais d'échange dans les transports, que ce soit transport ferroviaire ou aérien. Oui. Donc quand c'est une mesure sanitaire, ça n'a pas le même impact que quand c'est une mesure commerciale pérennisée. Et c'est pour ça qu'on l'a fait à ce moment-là des vacances. Il y a aussi la fidélisation, les programmes de fidélité, donc ça évolue aussi de votre côté. Hervé nous dira aussi juste après comment ça évolue aussi chez Air France, est-ce que les gens ont conservé leur base, etc. Donc sur la fidélité, vous avez mis en place de nouveaux dispositifs, là, Avantage, si je ne m'abuse. Donc ça correspond à quoi exactement ?
Alors, en fait, il y a 2 dispositifs que nous avons mis en place. Un dispositif qui n'est pas lié au programme de fidélité, mais qui est lié à la carte de réduction avantage. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a voulu faire à travers cette carte avantage? C'est tout en lui gardant sa promesse de réduction tarifaire, c'est-à-dire 30% pour l'adulte et 60% pour l'enfant qui l'accompagne, sur les tarifs loisirs du jour. On a gardé cette promesse, mais ce qu'on a voulu donner à nos clients qui achètent cette carte avantage à 49 € par mois, c'est leur capacité à se projeter financièrement et à définir un budget. C'est-à-dire qu'une réduction sur un voyage ne vous dit pas combien vous allez payer. Et ce que l'on a souhaité faire, c'est effectivement plafonner nos prix avec la carte avantage, et c'est de dire, de manière assez simple, c'est-à-dire que si sur chaque destination il y avait eu un plafond, autant vous dire que ça n'aurait pas été très, très clair, c'est de dire que pour toute destination courte, inférieure à 1h30, Rennes par exemple, le prix avec une carte avantage, quel que soit le jour qu'elle vous réservez, donc faible anticipation, dernière anticipation, quel que soit le jour de voyage, la veille de l'ascension, ça ne sera jamais plus que 39 €. Pour une destination entre 1h30 et 3h, 59 €, et au-delà de 3h, 79 €. C'est encore une manière de les aider à anticiper leur voyage, à concrétiser les envies de voyage, que de leur donner la capacité à évaluer leur budget max, j'allais dire. Voilà ce qu'on a fait avec la carte avantage. Alors Hervé, sur l'aérien, on sait que dans l'aérien, je crois que 90% des gens ne payent pas le même prix dans un même vol pour plein de raisons. J'imagine que ça, c'est assez compliqué aussi à mettre en place, ce genre de logique. Mais bon, plus largement, comment vous faites évoluer la notion de fidélisation et puis le pricing de manière générale dans ces conditions? Nous, effectivement, on a la chance d'avoir le programme Flying Blue qui aujourd'hui compte 15 millions de membres à travers le monde. Donc c'est un programme reconnu qui est bien sûr Air France KLM et toutes les filiales et partenaires d'Air France, du groupe et de l'Alliance. Et aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire pendant la crise, c'est bien sûr d'être généreux avec tous ces clients qui ont l'habitude de voyager avec nous. Donc ce que l'on a décidé très rapidement l'année dernière, c'est de maintenir les niveaux de tous nos clients qui n'ont pas pu voyager et donc qui auraient dû perdre leur niveau de Flying Blue. Donc on a décidé très vite de maintenir leur niveau, ce qui a été bien sûr très, très bien reçu, et on continue à travailler cette cible qui est très importante pour nous, essentielle, et qui nous permet notamment peut-être demain sur le voyage d'affaires d'espérer une reprise et de faire en sorte que les voyages reprennent, ce que l'on voit d'ailleurs déjà notamment sur le réseau France, le réseau domestique d'Air France, où on a quelques voyageurs d'affaires qui reviennent. Pendant la crise, ils étaient effectivement plus du tout là. Aujourd'hui, on voit un trafic qui revient, notamment les indépendants, les PME, qui sont des trafics, ils ont besoin d'aller sur place. Et je pense, alors c'est moins le cas sur les grands comptes qui ont des conditions de voyage dictées par les groupes qui sont beaucoup plus stricts, et je pense que ça prendra sans doute plus de temps à revenir. Mais on est très vigilants effectivement, et on regarde de très près les signaux faibles sur ces sujets-là, et on est bien sûr toujours très proche de ces clients, de cette clientèle qui est pour nous est très importante dans notre business. D'accord. Alors en matière de distribution, vous disiez tout à l'heure, Hervé, finalement le poids du direct a tendance un peu à augmenter là, cette année. Tout à l'heure, avec nos acteurs de l'hébergement, finalement, le consensus, c'était qu'il ne faut pas tellement opposer direct, indirect, etc. Quel est un peu votre point de vue là-dessus? Et puis, je poserai aussi la même question ensuite à Valérie, même si peut-être le poids de l'indirect est plus faible aujourd'hui, mais aujourd'hui seulement. Donc, Hervé. Alors, effectivement, en termes de distribution, j'allais dire direct ou indirect, c'est le choix du client. Si le client préfère passer par un intermédiaire, il a le droit, il n'y a vraiment aucun souci. Nous, ce que l'on voit effectivement pendant cette crise, c'est que notre site Air France a connu en proportion vraiment plus 10 points, jusqu'à plus 15 points sur certains pays. Donc ça a été, la reprise se fera, je pense, beaucoup sur le web. Enfin, sans surprise, j'allais dire, le Covid nous a tous amenés à passer plus de temps sur nos devices numériques. Donc les clients, ça on le voit comme une tendance à la fois pendant la crise, mais qui pour nous est durable. Donc on a beaucoup investi sur notre site web, et au-delà, surtout que ce soit l'appli, que ce soit le site, on a fait de gros investissements pour que le client s'en serve à la fois comme d'un outil de réservation bien entendu, mais aussi comme un outil dans son expérience client, que ce soit dans ses voyages dans son parcours au sol ou en vol. Donc on a investi lourdement, et voilà, donc on regarde cette tendance
que l'on pense durable, on a investi pour que le client reste chez nous. Et je pense que le client a aussi, pendant cette crise, vu combien il était important peut-être de faire sa réservation en direct au cas où. Je parlais tout à l'heure de la flexibilité. Actuellement, on a aussi une assurance qu'on a montée avec Allianz qui permet aussi aux clients de pouvoir, si jamais une quarantaine venait à survenir dans le pays de destination, eh bien l'assurance prend tout en charge. Et ça, cette facilité-là, elle n'est offerte que sur le site Air France. Donc il y a un certain nombre de différences. On essaie en tous les cas de jouer cette différenciation pour apporter le plus de bénéfices possible à nos clients quand ils viennent booker en direct sur notre site web. Très bien. Valérie, alors donc sur la question direct-indirect, vous êtes moins concernée aujourd'hui bien sûr, mais quand même c'est un sujet on peut quand même acheter des billets SNCF via d'autres canaux que SNCF. Quelle est votre vision là-dessus, alors, de l'évolution en tout cas de ce... C'est vraiment différent parce qu'effectivement, il y a un acteur quand même qui est un acteur digital qui est quand même extrêmement prégnant. Si on enlève bien sûr tous les distributeurs corporate, voilà, mais sur la cible loisir, même si nous avons plusieurs distributeurs, il y a quand même un acteur qui est largement implanté. Ce qu'on voit plus par nous plutôt, et c'est une accélération, sur le switch sur le digital versus les boutiques. C'est ça qu'on a plus vu, c'est-à-dire naturellement les boutiques ont été fermées, il y avait quand même encore une activité en gare assez soutenue avec des typologies de clients qui étaient effectivement habitués à acheter en gare. C'est plutôt ça qu'on constate, c'est-à-dire une accélération dans la distribution digitale, plutôt qu'un sujet de rééquilibrage qui n'existe pas. Donc on est plutôt sur une accélération du tout digital. Alors sur le digital, mais au-delà de la réservation, il y a aussi un dernier point peut-être que je voudrais aborder dans ce débat, c'est l'usage du digital pour l'expérience à bord. Donc que ce soit en train ou en avion. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place ces dernières années. Est-ce que la crise les a accélérées ou pas ? Je pense notamment à tout ce qui est logique de ciblage, à tout ce qui est logique conversationnelle. Peut-être Hervé là-dessus. Oui, alors nous on a fait depuis longtemps déjà de gros investissements, notamment sur les médias sociaux, où on a vraiment engagé la conversation avec nos clients. Et pendant la crise, ça a été très important parce qu'on a été contacté de façon massive par nos clients. Aujourd'hui, on gère à peu près 10 000 messages par jour et on a mis en place très tôt, on a utilisé l'intelligence artificielle, on a développé beaucoup de bots qui nous permettent de servir les questions simples de nos clients et de réserver, j'allais dire, nos ressources humaines pour vraiment répondre aux questions plus complexes de nos clients, pour essayer j'allais dire, d'avoir cette relation attentionnée qu'on peut avoir à bord de nos avions, l'avoir aussi quand ils nous contactent directement sur les médias sociaux. On est présent sur 10 plateformes, on a 11 millions de fans et followers. Donc on essaie d'être, aujourd'hui on arrive à répondre pratiquement à 80% en 1 heure à tous les messages que nos clients nous postent, avec une satisfaction client qui est en hausse, grâce aussi à ce moyen de communication qui est pour le client plus simple, plus efficace, il a un retour rapide. Donc ça a été un vrai investissement. Et après, la deuxième partie, quand on lie le digital à l'expérience client, j'allais dire en dur, c'est-à-dire que quand le client est à bord de nos avions, on a aussi fait le choix de mettre à disposition de tous nos agents frontline la donnée de clients. Donc aujourd'hui, par exemple, dans nos avions, on a nos personnels navigants qui ont à leur service sur l'iPad les informations de nos clients et surtout, ça nous permet par exemple, si le client a eu un incident avec nous, on arrive à le résoudre en direct dans l'avion et c'est quelque chose que nos clients apprécient fortement parce que ça évite de devoir s'en occuper par ailleurs. C'est nous qui allons directement et ça participe de cette relation attentionnée que l'on doit à nos clients. Donc voilà, l'utilisation de la data, de l'intelligence artificielle et ensuite, je passe effectivement l'utilisation, vous parliez des ciblages dans nos campagnes marketing, où on essaie finalement d'utiliser toutes ces datas pour être le plus pertinent possible vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'envoyer à nos clients des offres tous les jours sur tout notre réseau, mais c'est plutôt plus important de lui envoyer l'offre qui va l'intéresser à ce moment précis.
Alors, effectivement, on a eu une présentation tout à l'heure sur la personnalisation, ces démarches-là. On a vu dans l'étude aussi que les gens étaient prêts à partager finalement des données pour avoir justement des services un peu personnalisés, une conversation, une communication personnalisée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Côté SNCF, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aussi, mais qui l'étaient déjà avant la crise. Est-ce que la crise a accéléré certaines choses ? Comment ça évolue aussi, donc cette notion d'expérience à bord, d'alerte, d'accompagnement finalement du voyageur. Je ne sais pas si elle a changé beaucoup de choses. Elle a conservé tout ce qui fait effectivement l'expérience à bord et une expérience d'un voyage réussi. Ce qui a peut-être renforcé, c'est tout ce qui tourne autour effectivement des mesures sanitaires lors du voyage. Mais je ne suis pas sûre que la crise sanitaire ait changé tant que ça. En tout cas, notre volonté de développer une expérience réussie à bord et effectivement d'être dans une rapidité d'interaction avec nos clients. Je ne vais pas redire ce que vous avez dit sur la présence sur les réseaux sociaux et l'importance de la rapidité, de travailler cette relation privilégiée, ce besoin de répondre rapidement à travers tous les médias digitaux. Ça, je pense qu'on a la même approche. Par contre, ce que nous avons beaucoup travaillé à bord, c'est et on sait vraiment, ce que vous avez développé à bord avec la relation attentionnée. Je sais que ça fait quand même très longtemps que vous l'avez travaillé. Et c'est vraiment un sujet que nous, on a beaucoup regardé. Et c'est très réussi. Et c'est vrai que l'expérience avec l'iPad est vraiment intéressant. Nous, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'était vraiment ce qui était l'irritant principal de nos clients. C'est ce qu'on appelle la rupture de correspondance ou ce qu'on appelle les retards. Voilà, malheureusement, les Français sont moins indulgents avec la SNCF qu'avec l'aérien sur les retards. C'est notre lot. Voilà, c'est une espèce de marronnier. Mais c'est l'irritant principal de nos clients. Ça reste effectivement la gestion du retard, l'information du retard et donc la rupture de correspondance si elle devait arriver. Donc, ce qu'on a beaucoup travaillé en termes de relations clients, de gestion de l'information à bord. Donc effectivement, cette information totalement cohérente entre l'information que le chef de bord peut avoir et l'information que le client peut avoir, parce que lui-même est sur les réseaux sociaux, c'est un peu quand même la quadrature du cercle, faire qu'à un moment donné, cette information soit totalement cohérente, soit diffusée en même temps et soit surtout pas contradictoire. Et c'est surtout sur ça que nous avons travaillé, c'est effectivement cette homogénéisation, cette rapidité d'information, cette cohérence entre l'information donnée par le personnel à bord et par les informations directes qu'on peut envoyer aux clients. Parce que ce qui reste fondamental dans un voyage, et je pense que c'est probablement vrai chez Air France, en tout cas à la SNCF, c'est extrêmement vrai, c'est l'importance de l'humain. C'est-à-dire qu'à bord, pendant le voyage, bien sûr que nous avons développé le portail, les informations sur le voyage, un bot pour effectivement pouvoir répondre comme vous le dites et passer les questions les plus pointues au chef de bord et pouvoir traiter 90% des questions qui sont posées à bord à travers le bot. Mais ce qui reste de manière extraordinaire, c'est l'importance du chef de bord et de la relation de l'équipe. Ouais. Et donc ça, ce que nous avons besoin vraiment de transformer, c'est cette cohérence de l'information et faire que finalement, l'information sur le retard, elle soit gérée en cohérence entre les différents points de contact clients, c'est-à-dire entre ce qu'il va aller trouver sur Twitter, sur le site de la SNCF, sur le site de Oui SNCF par exemple, et ce que le chef de bord va pouvoir lui donner. Et c'est ça vraiment le point dur. Donc plus que les sujets sanitaires, il ne faut pas oublier que les clients avant tout, certes la crise a changé, sanitaire a changé un certain rapport au voyage, mais il ne faut pas en oublier ce qui faisait à la base les attentes principales pendant le voyage. Exactement. On n'a pas tout transformé non plus. Tout à fait. Très bien, écoutez, on arrive en fin de ce débat. Alors je regarde un petit peu les questions qui ont été posées. Alors beaucoup ont été répondues finalement. Il y a peut-être un thème, c'est le thème de l'environnement qui revient un petit peu. Là, je vais m'adresser un peu à tous les deux. C'est vrai que ça fait partie des aspirations là, qui ressortent. Les Français se sont encore plus sensibles au respect de l'environnement. Donc bien sûr, quand on parle de transport, la question peut se poser. Voilà, quelle est un peu votre réponse là-dessus? Je m'adresse peut-être à vous, Hervé. Alors effectivement, nous on est souvent sous les feux. Enfin, l'aérien est souvent critiqué. Pour autant, on a une stratégie de transition écologique très forte chez Air France. On a publié notre rapport hier et on a beaucoup d'initiatives à venir
Notre objectif, c'est de réduire de 50% notre empreinte CO2 d'ici 2030, donc c'est vraiment demain. Et dans les grandes initiatives, il y a eu, par exemple, il y a 2 semaines, on a fait notre premier vol sur le Canada avec du biofuel issu d'huile de cuisson dans un avion long courrier. Donc ça a été une initiative, mais parmi beaucoup d'autres. Et les plus impactantes seront notamment l'arrivée des nouveaux Airbus 220 et 350 dans la flotte d'Air France, qui sont 25%, qui ont une consommation de 25% moindre que leurs prédécesseurs. Donc ça va avoir un impact très grand et on est très fiers de cette avancée parce que finalement on a conservé, malgré la crise et les difficultés financières, ces investissements cruciaux pour l'entreprise et qui nous permettront d'aller dans ce sens vis-à-vis de nos clients parce que c'est effectivement aujourd'hui une attente très forte et on attend, je pense, de la part d'Air France d'être exemplaire et de pouvoir montrer toutes les initiatives qu'on peut avoir dans ce domaine. Donc on est mobilisé. Il y a beaucoup d'autres initiatives, mais je ne vais pas toutes les citer. Tout à fait. Alors Valérie, le train est moins oui. sujet, disons, à ce type de remarques, mais... Encore qu'on a une vraie volonté affichée par la gouvernance de la SNCF, effectivement, d'être plus en communication, en tout cas en information sur le côté effectivement bas carbone du transport ferroviaire. Effectivement, il consomme 50 fois moins qu'un voyage en train, c'est 50 fois moins d'émissions de carbone que la voiture. Donc je pense qu'on se doit aussi à un moment donné d'avoir cette communication assez pédagogique sur le transport bas carbone que représente le train. Et très clairement, en tout cas notre communication est vraiment tournée sur la voiture, sur effectivement la logique de transport individuel de la voiture qui génère effectivement des émissions carbone comparé à un train collectif qui en génère 50 fois moins. Donc en tout cas, notre volonté de pédagogie et d'information est très claire sur ce point-là. Et après, effectivement, on peut toujours encore faire mieux. On vient, vous parliez des nouveaux Airbus, on a la semaine dernière... pas inauguré, mais en tout cas, la première rame du TGV du futur est sortie des chaînes d'Alstom la semaine dernière. Et c'est effectivement un train qui sera, par sa construction aérodynamique, 20% plus économique en termes d'énergie, donc qui connaîtra 20% d'énergie. Donc on ne cesse aussi avec le train, qui est naturellement bas carbone, de continuer à développer sa faible empreinte carbone. Merci Valérie Mocotel, merci Hervé Cauzin. On va conclure ce débat. On est ravis que de grandes marques aient pu venir, encore une fois, apporter leur vision, leurs commentaires, leur stratégie auprès des personnes qui nous suivent.